Bon voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Niveau visuel, ça m'a l'air pas trop moche. Ouais, nickel. On va pouvoir s'installer gentiment. Là, la tablette, ça bouge. Parfait, ouais, ça bouge. Hop, c'est parfait. Pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pam. Je sais pas pourquoi je chante du Mario, mais c'est pas grave. Ok, bon, bah, je pense qu'on va démarrer. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 1 de la colle du soir. Donc, en direct, je vais vous proposer une planche d'exercice que vous pourrez retrouver sur mon site web, bien sûr à la page consacrée au col du soir. Et je vais la montrer aussi à l'écran. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une planche qui va parler des nombres complexes et on va travailler notamment euh, bah, le chapitre des nombres premiers. Je vais y arriver, pas des nombres premiers. Le chapitre des nombres complexes pour la première année de classe préparatoire. Donc, voilà la planche, hein, vous allez la voir s'afficher à l'écran. Voilà, tout simplement. Donc, ça sera toujours comme ça. Comme ça, vous savez. Donc, il y aura toujours la feuille qui est présente à l'écran, indiquant bien sûr le numéro de la colle, la thématique, le niveau qui est demandé d'avoir. Donc là, ici, c'est de la première année de classe préparatoire, hein. On va commencer gentiment. Je me suis dit, on va peut-être pas attaquer avec des gros exercices directs, hein, tout doucement. Et il y aura toujours une petite question de cours parce que je pense que ça fait pas de mal d'attaquer d'abord une question qui se doit d'être vraiment connue par n'importe quel étudiant de première année de classe prépa. Et puis, il va y avoir quelques exercices. Alors aujourd'hui, nous avons trois exercices. Voilà, trois exercices qui, je trouve, ont chacun un intérêt sympathique. Donc voilà, on va les faire ensemble, ces exercices, bien sûr, au fur et à mesure. Je vais, en tout cas pour le live, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, sans problème. Et puis, je vais vous donner les résolutions au fur et à mesure, tout simplement. Donc, on va pouvoir résoudre ces calculs, donc enfin, là, répondre tout simplement à cette question de cours. Et donc, je vais commencer par calculer la somme des cos kθ, donc avec k compris entre 0 et n. Alors, bon, tout de suite, il faut quand même avoir les réflexes. Là, bien évidemment, on est dans le cadre des nombres complexes. Donc là, un des réflexes majeurs qu'il faut avoir, c'est de se dire, mais cosinus kθ, c'est la partie réelle de exponentielle i kθ. Et pourquoi il faut penser comme ça? C'est parce que on va pouvoir se ramener à une somme qu'on sait délibérément calculer, une somme géométrique, en fait, de termes géométriques. Donc, ce que je vais dire, c'est que ça, c'est la même chose que la somme pour k allant de 0 à n de parties réelles de exponentielle i kθ. Oups, petite belle parenthèse quand même. Et une fois qu'on a écrit ça, la partie réelle se comporte bien. Donc quand je fais partie réelle de z plus partie réelle de z', c'est la même chose que la partie réelle de z plus z'. Donc ça se comporte bien avec la somme, hein, c'est linéaire si vous voulez d'une certaine manière. R linéaire d'ailleurs, tiens, ça serait marrant de le dire quand même, pas C linéaire, mais R linéaire. Et donc je vais pouvoir écrire la chose suivante. Ça revient à regarder la partie réelle de la somme. Donc partie réelle de la somme pour k allant de 0 à n de exponentielle i kθ. Voilà, de manière tout à fait analogue, on peut aussi montrer que la somme pour k allant de 0 à n de sinus kθ, hop là, eh bien ça c'est la partie imaginaire de la somme pour k allant de 0 à n de i kθ. Donc voilà, on s'est ramené finalement à une somme qu'on va pouvoir calculer gentiment, et donc là c'est la somme des exponentielles i kθ qui se trouve être une somme géométrique en effet, puisque en aparté, la somme pour k allant de 0 à n de exponentielle i kθ, ça c'est la même chose que la somme pour k allant de 0 à n de exponentielle iθ, le tout à la puissance k. Et là, il faut bien faire attention. Je sais que là, quand on voit une série géométrique, le réflexe, c'est de se dire, je vais utiliser la formule de calcul de série géométrique. Eh bien, pas si vite. Il y a quand même un cas de figure auquel il faut faire attention, c'est si exponentielle iθ est égal à 1. Donc, il faut vraiment distinguer ces deux cas. C'est ce que je vais faire. Donc, soit exponentielle iθ est égal à 1,
Et si tel est le cas, bah là, la somme devient facilement calculable. Ça va juste faire la somme des 1, tout simplement. Et la somme des 1 pour k allant de 0 à n, on fait bien attention. Si on commence à compter à partir de 0, il faut faire plus 1 aux indices. Attention, hein, donc le nombre de termes dans une somme partant de A et finissant à B, bah, c'est B moins A plus 1, faut pas oublier. Donc ici, là, ça va faire n plus 1. Donc le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Et dans l'autre cas de figure, eh bien, on va se retrouver avec exponentielle. Donc exponentielle de, alors je fasse pas de bêtises quand même, i θ à la puissance n plus 1, ouais, moins 1 divisé par exponentielle i θ moins 1. Donc sinon, donc dans le cas où eiθ est différent de 1. Donc bien sûr, on peut être un petit peu plus précis sur ce qu'on entend par exponentielle iθ égale à 1 et exponentielle iθ n'est pas égal à 1. Donc ça, je peux le faire aussi en aparté. Bon, là, c'est une vraie aparté, contrairement à la somme que je viens de faire, parce qu'elle va être utile. La petite aparté que je veux faire, c'est exponentielle iθ est égal à 1. Bon, là, normalement, ça devrait être un réflexe très rapide, hein. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont égales et leurs arguments sont égales modulo 2pi. Donc là, en l'occurrence, pour avoir 1, bah, une écriture en exponentielle, ça peut être exponentielle de i0 fois, bien sûr, bah, 1, tout simplement. Et donc bah, là, on a égalité entre ces deux nombres complexes, qui signifie alors que θ se doit d'être un multiple de 2pi, tout simplement. Donc θ appartient à 2z pi. Si vous voulez, on peut l'écrire comme ça, ou 2pi z. Peut-être 2pi z, hein, je pense que c'est plus usuel que 2z pi. Mais enfin bon, voilà. Faut vraiment comprendre qu'en fait, c'est l'ensemble des multiples de 2pi, tout simplement. Donc voilà, alors bon, j'ai fait la distinction, donc c'est même pas juste un implique, c'est un si seulement si, bien sûr. Je viens de faire la petite distinction qui va bien. Et donc maintenant, bah, je vais aller un peu plus loin parce que j'ai pas terminé, hein. Je viens de faire la somme des exponentielles i k θ, mais j'ai pas encore calculé véritablement la somme des cos k θ et sin k θ. Et pour pouvoir le faire jusqu'au bout, bah, il va falloir déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de ce machin notamment. Donc bien sûr, il y a des cas de figure où je vais pouvoir conclure très rapidement parce que bien évidemment, dans le cas où EIθ est égal à 1, bon bah là les cosinus, en fait c'est juste des cosinus de 0, et cosinus de 0 ça vaut toujours 1, donc il n'y a pas de problème, ça va donner n plus 1, et le sinus, bah, ça va tout bonnement donner 0, hein, évidemment. Mais le cas plus intéressant, c'est bien évidemment celui-là. Alors j'y vais. Et donc, bah, va falloir faire un petit peu de calcul sur ma fraction. Donc là, j'ai exponentielle iθ. Bon, tant qu'à faire, je vais mettre le n plus 1 directement dans l'exponentielle sur e i θ moins 1. Donc là, je suis en train de supposer, bien sûr, que θ n'est pas un multiple de 2pi, sinon je ne pourrais pas faire ce calcul, qu'on soit OK. Donc si θ n'est pas un multiple de 2pi. Alors là, il y a un réflexe important à avoir quand on a affaire à une fraction et surtout quand on a affaire à une soustraction entre deux exponentielles de nombres complexes. Un réflexe qu'il faut avoir, c'est penser à l'arc moitié, l'astuce de l'arc moitié. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je regarde l'argument de ce nombre complexe qui est ici, puis je regarde également l'argument du nombre complexe qui est ici, donc là c'est tout simplement 0. J'en fais la moyenne et je mets en facteur cette moyenne. Donc là, ici, la moyenne, c'est n plus 1 sur 2, hein, puisque d'un côté, j'ai n plus 1, enfin, n plus 1 sur 2 fois θ, hein, bien sûr, j'ai oublié le fois θ, n plus 1 sur 2 fois θ, parce que d'un côté, j'ai n plus 1 sur 2, de l'autre côté, enfin, n plus 1 fois θ, et de l'autre côté, j'ai 0. Et bah, en notant ça, je vais pouvoir écrire exponentielle, donc j'écris exponentielle de i n plus 1 sur 2 θ, le tout fois exponentielle donc de i, j'ai mis n plus 1 sur 2 en facteur, donc évidemment je reste avec un n plus 1 sur 2 θ là-dedans, ici, et puis moins, et là par contre je vais avoir moins i n plus 1 sur 2 θ. Et je vais faire la même chose au dénominateur, bien sûr, donc là je vais faire exponentielle de i θ sur 2 fois, et là je vais avoir donc exponentielle de i θ sur 2 moins exponentielle de moins i θ sur 2. Et donc, bah là, je vois quelques petites simplifications que je vais me permettre de faire tout de suite. Donc là, j'ai exponentielle de i n θ sur 2 qui apparaît là en facteur.
Bah, là, je vais avoir les formules justement de l'air, puisque enfin, au-dessus, au numérateur et au dénominateur, je retrouve des formules sinus et cosinus, juste sinus ici. Donc sinus de n plus 1 sur 2 θ et sinus de θ sur 2 au dénominateur. Donc bah, j'utilise ces formules. J'oublie pas normalement qu'il y a un 2i, bien sûr. Donc je vais les écrire, mais ils vont se simplifier très vite. Donc j'ai un 2i sinus de n plus 1 sur 2 θ et divisé par un 2i sinus de θ sur 2. Bon, on y est presque, donc nos 2i vont se simplifier, et là on est plutôt content, tout simplement parce que bah, ce truc-là c'est un nombre réel, hein. Voilà, tout simplement. Et comme c'est un nombre réel, bah, déterminer la partie réelle et la partie imaginaire du coup du gros nombre, bah, ça va être beaucoup plus facile parce que là j'ai un réel fois un nombre complexe, et il suffit juste de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe. Je peux prendre la partie réelle, donc mon cosinus, hein, ma somme de cosinus kθ, donc k allant de 0 à n, eh bien ça va être tout bonnement donc la partie réelle de ce que j'ai là, et la partie réelle de ce que j'ai là, c'est tout simplement cos n θ sur 2 fois sinus, donc n plus 1 sur 2 fois θ divisé par sinus de θ sur 2. Et bah, ça va être la même chose pour la somme des sinus. Alors bien sûr, encore une fois, on n'oublie pas la distinction entre le cas où θ est un multiple de 2π, comme on l'a vu juste avant, et le cas où θ n'est pas un multiple de 2π. Donc on va quand même pas l'oublier, la distinction, pour conclure. Côté, bah, je vais avoir juste n plus 1, comme on l'a vu tantôt, dans le cas où θ est un multiple de 2π. Et ça, c'est le cas où θ n'est pas un multiple de 2π. Nickel. Et puis bah, on a la même chose pour le sinus, hein, bien sûr. Moi, je vais l'écrire, juste histoire de l'écrire. Voilà. Et ceci conclut donc la question de cours. Voilà, donc la question de cours du jour qui était de calculer ces deux sommes. Donc voilà, bah, je vais laisser un peu de temps avant de me lancer dans l'exo 1. Peut-être un petit. Bon, 10 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense que ça peut suffire. Ouais, je sais pas si 10 minutes c'est beaucoup en fait. Je m'en rends pas compte. Bon, normalement, c'est pas censé être beaucoup parce que quand on est en colle, habituellement, quand je propose des feuilles d'exo, bon là ça va, j'ai été quand même très cool sur les exos que je propose. D'habitude, je pose des exos hyper difficiles. Hyper, j'exagère peut-être, mais quand même assez difficiles. Et généralement, bah, l'élève, il va passer l'heure sur l'exo, quoi. Ouais, donc bon, c'est dommage, quoi. Donc là, bon, j'espère que les exos que j'ai proposés, c'est pas des exos sur lesquels on passe l'heure. C'est tout ce que je demande, quoi. Euh, et je pense vraiment que ouais, 10 minutes normalement, sauf pour le dernier où ça peut demander un peu plus de temps, mais 10 minutes pour les deux premiers exos, ça devrait être suffisant. Je vais quand même donner une indication. Je pense que ça peut être pas mal aussi que je propose des indications. Ouais, je pense que je peux donner l'indication maintenant. Donc l'indication que j'aimerais donner, c'est pour l'exercice 1, bien sûr, c'est de penser racine énième de l'unité. Faut penser à en fait tout mettre du même côté, en ayant peut-être fait une petite vérification avant. Tout mettre du même côté et se rendre compte qu'on est en train de déterminer les racines énièmes de l'unité. Et puis à partir de là, normalement, bah, le reste coule tout seul. Il y a probablement un moment où on risque d'utiliser quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour la question de cours, donc c'est-à-dire le- l'astuce de l'arc moitié. Euh, mais à part ça, bah, il n'y a pas d'autres difficultés majeures sur ce premier exercice. Donc ouais, vraiment penser racine énième de l'unité. Et bah, normalement, ça vous aide déjà à écrire Z en fonction de quelque chose, hein, que je ne vais pas pour l'instant expliciter. Et puis une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez essayer de simplifier un peu l'expression. Bien, bon, je pense que je peux me lancer dans la résolution de l'exercice, hein. Hop, on va mettre quand même mon grand écran. Pareil, on va faire ça bien. Voilà. Donc, bah, comme j'ai dit, il faut se ramener à une équation du type, on va déterminer les racines énièmes de l'unité. Alors, pour pouvoir ce faire, on va simplement diviser l'équation par l'un des deux membres, soit celui de gauche, soit celui de droite, peu importe. Bon, là, je vais utiliser celui de droite. Donc, j'ai la seule chose qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que z égale 1 est une solution.
Et bon, on peut vérifier très rapidement que z égale 1 n'est pas une solution. Donc cela va me permettre de supposer d'office que z est différent de 1, puisque de toute façon, c'est même plus une supposition, c'est que c'est une obligation pour avoir l'égalité. Maintenant que j'ai fait ça, bah, je divise, et du coup, mon équation de départ, donc je vais juste la noter E, peut-être. Voilà, et bien mon équation de départ devient équivalente à z plus 1 sur z moins 1, le tout à la puissance n, qui est égal à 1. Et donc c'est ce que je disais, là on s'est ramené à une équation où on cherche des racines énièmes de l'unité. Et donc en cherchant des racines énièmes de l'unité, bah, on doit connaître, hein, ça c'est son cours, on doit connaître la forme des racines énièmes de l'unité, et cette forme, eh bien, ça va être la suivante. Donc là, ça veut dire que z plus 1 sur z moins 1, oups là, moins 1, c'est nécessairement égal à exponentielle de i de capi sur n avec k allant de 0 à n-1, pour faire le tour de toutes les racines énièmes de l'unité qu'on peut avoir. Voilà, alors arrivé là, on n'a pas terminé, bien sûr, parce qu'on cherche la valeur de z. Donc, bah, on continue. On va remultiplier par z-1. Et puis, bah, ce que je vais faire, c'est là, en fait, en multipliant par z-1, je vais voir que je vais être amené à une équation affine, assez classique, avec juste des nombres complexes à la place des nombres usuels, peut-être. Mais voilà, ça va être une équation affine toute gentille. Et j'ai plus qu'à faire les manipulations d'équations affines pour conclure. Donc, ça va être équivalent à dire, bon, je vais plus écrire que on a k qui varie entre 0 et n-1. Donc je vais avoir z plus 1 qui doit être égal à exponentielle de i de k pi sur n, le tout fois z, moins bien sûr exponentielle de i de k pi sur n. Je rassemble les z du même côté, et bon, bah, je divise. Est-ce que ouais, je vais passer un peu les détails de calcul. On va se retrouver donc avec z qui est égal à, alors si je fais pas de bêtises, quand même, faut éviter de faire des bêtises à ce moment-là. Je crois que j'ai un signe moins, mais le signe moins, je peux m'en débarrasser. Du coup, je vais me retrouver avec exponentielle de i de k pi sur n moins, moins 1 au numérateur divisé par, et le dénominateur, ça va être juste la somme. Donc, quoi, ça va être exponentielle de i de k pi sur n plus 1. Est-ce que j'ai fait une bêtise? A priori, non, j'ai pas fait de bêtise. Et là, bah, c'est ce que je disais, il faut réutiliser les formules d'arc-moitié que nous avons utilisées pour la question de cours. Donc en utilisant les formules d'arc-moitié. Donc là, encore une fois, je vais vous passer un peu de détails, mais c'est exactement la même technique que tantôt. Donc là, il faut que je fasse la moyenne entre l'angle 2 pi sur n et l'angle 0. Bon, bah, la moyenne, c'est juste k pi sur n. Je mets exponentielle i k pi sur n en facteur. Je vais voir que ça va simplifier au numérateur et au dénominateur. Et puis en haut, je vais me retrouver avec la formule de l'air donnant le sinus. Donc là, on va avoir 2i sinus de l'angle. Donc là, ici, ça sera k pi sur n. Et en bas, on va avoir tout simplement 2 fois cosinus. Là, cette fois-ci, ce sera le cosinus. Cosinus de k pi sur n. Donc là, on va se retrouver, alors, si je réécris ce que je viens de dire, on a donc 2i sinus de k pi sur n divisé par cosinus de k pi sur n. Ah, j'ai oublié un fois 2. Donc il y a le 2 qui va se simplifier, il y a l'exponentielle déjà, je ne l'ai pas écrit, mais il y a l'exponentielle bien sûr qui s'est simplifié. Et en simplifiant le 2, le i va se mettre en facteur. Et là, je vois un sinus divisé par cosinus. Bon, voilà, réflexe, je vais remplacer évidemment cette formule par la tangente, hein. Donc là, je vais me retrouver avec i fois tangente de k pi sur n. Donc voilà, avec k qui varie entre 0 et n-1. On peut se poser quand même une petite question parce que bon, je sais pas si vous le voyez, mais là j'ai quand même un quotient.
hein, j'ai affaire à un sinus divisé par cosinus, hein. Pour bien définir ma tangente, il faut quand même éviter d'être un multiple de pi sur 2. Enfin, c'est pas juste multiple, c'est normalement être égal à k fois pi plus pi sur 2. Voilà, faut éviter ça avec k dans z. Euh, Là, le seul moyen pour se ramener à quelque chose de la forme que je viens de dire, donc k pi plus pi sur 2, c'est d'être tout simplement égal à pi sur 2 ici, puisque k varie entre 0 et n-1. Bah, on fait juste pi sur n. Donc c'est pas impossible que le cas qu'on a choisi, c'est égal à n sur 2 si n est divisé par 2. Et on peut se poser la question, ah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un problème pour cette valeur-là? Bah oui, on pourrait très bien avoir un problème pour cette valeur-là. Donc bah là, on peut constater en effet que k, ça doit être une valeur comprise entre 0 et n-1, mais il faut tout de même éviter la valeur, donc si n est pair, euh, il faut aussi que k soit différent de n sur 2. Parce que si k est égal à n sur 2, là on se retrouve exactement avec tangente de pi sur 2, puis bah, cosinus de pi sur 2 ça fait 0, donc évidemment là la division n'est plus valide. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a bien toutes les solutions maintenant de notre équation, sauf bah, il faut faire un peu attention à ce cas de figure où euh, k peut être égal à la moitié de n. Voilà. Bon, je pense que je peux donner maintenant une indication. Donc comme je l'ai dit, bah, le module c'est facile pour ce nombre complexe. De toute façon, c'est en général, faut pas mélanger plusieurs mots en même temps, c'est en général assez facile de déterminer le module d'un nombre complexe, surtout quand on connaît sa forme algébrique. Et c'est souvent difficile de déterminer l'argument. Alors oui, bon, allez, il y a peut-être des formules plus explicites qui permettent de déterminer l'argument facilement. Mais là, je m'attends surtout à ce que vous, enfin en tout cas pour la plupart des gens qui pourront voir ce nombre-là complexe, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver les bas ballants devant le tableau en se disant mais qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir l'argument? Aucune idée, surtout que ces gens-là ont souvent le réflexe de dire bah, je vais essayer de voir si c'est pas un exponentiel de i θ avec θ connu. Voilà, c'est souvent ça le genre de réflexe qu'on peut avoir. Bah là, bon, faut réfléchir un petit peu plus. Et alors l'astuce, ou en tout cas l'indication que je peux vous donner ici, c'est que bah, vous voyez des racines carrées. Généralement, pour se débarrasser d'une racine carrée, alors je vous l'accorde, là c'est une somme. Donc a priori, on peut ne pas être confiant de ce que je vais dire là. Mais en fait, il faut me faire confiance. Euh, Vous voulez débarrasser d'une racine carrée, bah, vous allez vouloir mettre au carré. Voilà. Bah, essayez de le mettre au carré, puis voyez ce que ça donne. Voilà mon indication. Et en mettant au carré, bah, normalement, vous allez vous retrouver avec un nombre complexe qui devrait être un petit peu plus simple à dire quel est son argument et quel est son module. Et puis bah, après, il faut se souvenir de quel est le lien entre l'argument de z carré et l'argument de z. Ou le lien entre le module de z carré et le module de z. Bon, ça c'est un peu plus facile. Mais voilà. Bien, bon, je pense que je peux me lancer dans la résolution, gentiment. Donc, comme je vous l'ai dit, le module était censé être facile à calculer. Je vais quand même le faire. Je suis pas obligé de le faire, hein. En vrai, je pourrais très bien directement mettre au carré puis regarder le module et l'argument du carré. Mais bon, juste histoire de. Je vais calculer le module de z. Hop. Alors, déjà, on va écrire z correctement. Donc, le module de z au carré, enfin le module de z tout court, c'est bien sûr la racine carrée de la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Donc là, ici, le carré de la partie réelle, c'est 2 plus racine de 3. Et l'autre, c'est 2 moins racine de 3. Quand ça fait sauter les racines. Et bah, là, les racines de 3 vont se simplifier. 2 plus 2, ça donne 4. Donc on se retrouve avec racine de 4. Et racine de 4, eh bien, je vous le donne en 1000, ça fait 2. Voilà, donc ça c'est assez facile à faire. Très bien. Alors maintenant qu'on en est là, bon bah là l'argument c'est là où ça pose problème. Donc bon, alors bien sûr il y a des formules normalement d'arc-tangente qu'on pourrait utiliser. Ici j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de le faire de manière un peu plus élémentaire. Et comme je l'ai proposé, bah, je vais juste mettre z au carré. Alors que se passe-t-il si je fais z au carré? Bon bah la formule de l'identité remarquable bien sûr. Donc je me retrouve avec a au carré
donc la partie réelle au carré, si vous voulez. Ensuite, plus 2 fois la partie au milieu, là, donc j'ai en fait la partie imaginaire euh, qui va apparaître. Donc là, j'ai racine de 2 plus racine de 3, racine de 2 moins racine de 3. Le tout fois i, bien sûr, et fois 2 aussi, bien sûr. Tac. Et qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste ensuite la partie imaginaire mise au carré, donc il va y avoir un moins. Et je vais avoir 2 moins racine de 3. Le moins vient du fait, bien sûr, que vous avez mis i au carré, hein. Donc, i au carré, bien sûr, ça donne moins 1. Bon, voilà. Et puis bah, là, il y a un truc super joli qui se produit au niveau de ce produit. Euh, Ça fait beaucoup de produits en une phrase. Vous mettez tout ça dans une seule racine carrée, et là, vous reconnaissez une identité remarquable, une autre, qui va être a plus b fois a moins b. Donc ça fait a carré moins b carré. Et là, ici, bah, ça va nous donner 4 moins 3. Donc là, on se retrouve en fait avec racine de 4 moins 3, qui donne racine de 1, qui donne donc 1. Donc au final, le produit qui est au milieu, bah, ça se simplifie très gentiment. Et puis ce qu'il va y avoir à droite, bah, ça se simplifie aussi très gentiment. Donc la partie, je veux dire la partie réelle, va se simplifier aussi très gentiment parce que vous avez le 2 qui est ici, qui va disparaître avec le 2 qui est ici, bien sûr. Et puis les racines de 3 vont s'additionner et me donner 2 fois racine de 3. Donc ce qui fait que je vais me retrouver avec z carré qui me donne, bon bah si je fais pas de bêtises, 2 fois racine de 3, il n'y a pas de moins, hein, donc plus 2i. Voilà. Et ça, c'est un nombre complexe très gentil. On peut noter que le module de z au carré, bien sûr, c'est le carré du module de z. Et donc ici, ça donne 4. Et donc là, tout de suite, réflexe, pour avoir l'argument, on a très envie de diviser par ce module. Donc là, si je divisais par ce module, donc z carré divisé par 4, je me retrouve avec un nombre complexe qu'on connaît bien, racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Et donc, bah, ce nombre complexe, on le connaît bien parce que bah, là, c'est assez facile de dire donnez-moi un angle θ tel que bah, vous voulez que le cosinus de θ, ça soit égal à racine de 3 sur 2 et sinus de θ, c'est égal à 1 demi. Et donc là, bon, on peut s'amuser à refaire son sac trigo. Bon, voilà, très, très classique, hein. Donc voilà, tac, je fais mon sac trigo. Je sais que le sinus vaut 1 demi, le cosinus vaut racine de 3 sur 2, donc je vais être quelque part par là. Voilà. Et donc, bah, si on connaît assez bien son dessin, on devrait se rendre compte que ça correspond bien à l'angle pi sur 6. Donc très bien, bah, il semblerait que là, nous avons en fait un argument pour enfin pour z carré. L'argument de z carré, c'est donc égal à pi sur 6, bien sûr, modulo de pi. Et donc c'est là où il faut se souvenir du lien entre l'argument de z et l'argument de z carré. Et il se trouve que ce lien, c'est un peu comme le logarithme. Donc quand je fais le logarithme de x puissance n, ben, c'est la même chose que n fois logarithme de x. Bon, bah là, c'est la même chose. Argument de z carré, ça va donc être la même chose que 2 fois l'argument de z. Donc ça, c'est la même chose que 2 fois argument de z. Bon, bien sûr, tout ça modulo de pi, mais comme j'ai déjà écrit une fois modulo de pi, j'ai pas besoin de le réécrire 100 fois. Donc je me retrouve avec ça. Et là, il faut se souvenir aussi de ce que ça veut dire être modulo de pi, hein. Donc là, modulo de pi, ça veut dire que je dois pouvoir m'écrire plus 2 kpi avec k dans z. D'accord? Donc là, je vais quand même l'expliciter. Je vais pouvoir écrire qu'on a 2 fois argument de z qui est égal à pi sur 6 plus 2 kpi. Et donc là, j'ai envie de diviser par 2. Et c'est là où il ne faut pas se planter. Quand je divise par 2, je vais aussi diviser par 2 la congruence. Et là, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça avec le k dans z, bien sûr. C'est pour qu'on se rende compte de cette division par 2. Donc là, si je fais la division par 2, je me retrouve avec argument de z qui est égal à pi sur 12 d'ailleurs, pas pi sur 6, pi sur 12 plus k pi, bah, tout simplement k pi parce que le 2 se simplifie, je suis bête, k pi. Et ça nous donne alors deux choix d'arguments, et pas qu'un seul, deux choix. Nous avons deux choix d'arguments, modulo de pi, on a soit, donc au final, mon argument de z, c'est soit égal à bah, pi sur 12, modulo de pi,
Ou alors, bah là, il faut faire plus pi. Donc si je fais plus pi, donc ça va faire 13 pi sur 12, modulo de pi. En tout cas, d'après le calcul. Et c'est là, c'est ce que je disais, où apparaît la subtilité. Parce que maintenant, bah, comment conclure quel est l'argument, le bon argument pour z? Eh bien, pour nous sauver, nous avons le cercle trigo, certes, mais nous avons aussi le signe de la partie réelle et de la partie imaginaire. Et donc, bah, vous allez voir très rapidement ce que j'entends ici. Si je m'amuse à faire un cercle trigo représentant un peu la situation, hop, nous avons grosso modo pi sur 12 qui est là, et puis après vous faites plus pi, donc vous allez vous retrouver là. Et donc, bah, si vous regardez les nombres complexes correspondants, vous pouvez voir que lui a sa partie réelle qui est positive et sa partie imaginaire qui est positive, tandis que de l'autre côté, la partie réelle est négative et la partie imaginaire est également négative. Donc ainsi, bah, vous pouvez conclure, puisque vous aviez le choix entre deux, sauf que l'un des deux donne une partie réelle et une partie imaginaire négative, vous pouvez conclure qu'en effet, votre nombre complexe, son argument, c'est bien pi sur 2, puisque vous savez que la partie réelle, il vous suffit juste de la partie réelle ici, la partie réelle de votre nombre complexe est positive, strictement. Donc voilà, terminé, vous avez alors que z, l'argument de z, c'est bien pi sur 12 modulo de pi. Alors, je suis sûr qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver pi sur 12 modulo de pi, mais qui l'ont trouvé sans faire attention à ce petit piège. D'accord? Donc voilà, il faut faire vraiment très attention à ce petit piège. Quand on divise par deux le modulo, enfin quand on divise par deux, pardon, quelque chose modulo un autre truc, il faut pas oublier de diviser par deux ce qu'il y a dans le modulo. Voilà. Et ça, bah, bien sûr, ça influence le résultat. Bien, bon, bah, il nous reste plus qu'un exercice à faire. Celui-ci. Là, c'est un petit exercice sympathique qui se trouve avoir euh, des intérêts d'un point de vue analyse complexe. J'en parlerai peut-être à la fin rapidement, mais ouais, ouais, il y a pas mal d'intérêt à cet exercice. Même si l'exercice posé tel quel ne donne pas forcément cette impression, en fait, il y a des trucs qui se cachent derrière ce que nous avons. Voilà, je vais en parler très brièvement parce que bah, je n'ai pas envie de passer 107 ans. Mais je pense que ça peut être pas mal de savoir que ouais, voilà, ce genre d'expression, c'est pas une expression au hasard. Donc quand je parle de ce genre d'expression, je parle de cette expression-là. C'est pas une expression totalement hasardeuse. Euh, donc voilà, on en reparlera une fois la résolution faite. Je vous laisse le soin donc d'essayer de résoudre l'exercice et puis encore une fois, je vous donnerai une petite indication pour au moins la première question. Je pense que la deuxième, vous pouvez deviner assez facilement qu'est-ce qui va se passer à partir de la première, hein. En tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc bah, je pense que ça devrait presque couler de source. Euh, je dis bien presque, parce que c'est à condition qu'on voit bien le lien entre les deux questions. Voilà. Et il y en a qui n'ont pas forcément une belle vue. La preuve, hein, je porte des lunettes. Franchement, c'est nul comme blague. Bon, je pense que le mieux, c'est que je corrige d'abord la première question, puis après la deuxième. Ça sera peut-être un peu mieux. Donc, je vais corriger la première d'ici quelques instants. Je vais juste donc donner l'indication. L'indication ici, c'est bah, le module de z au carré. Vous en connaissez une autre d'expression possible pour le module de z carré? Eh bien, utilisez-la. Voilà. Alors, quand je dis une autre expression, je ne demande pas une expression comme celle que j'ai utilisée juste avant, hein. C'est pas partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré que je mets sous une racine. Non, j'attends une autre expression qui dépend juste de z, qu'on écrit juste par rapport à z. Voilà. Donc, si vous pensez à cette expression, eh ben, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Bah oui. Bon, c'est pas si difficile, hein, mais c'est un peu de calcul, quoi. Donc, comme je l'ai dit, il fallait penser à une formule. Donc là, notamment la formule de grand Z, le module de grand Z au carré, bah ça c'est la même chose que Z fois Z bar. Voilà, il fallait penser à cette formule. Et maintenant, bah, je vais utiliser cette formule à tour de bras pour pouvoir simplifier ce qui se passe à gauche et essayer de me ramener à ce qui se passe à droite. Donc, si je fais les choses correctement, j'ai 1 moins A bar fois Z. Je ne pas de bêtises. Bon, je vais partir de l'expression de départ quand même, allez. On fait l'effort de l'écrire.
Tac. Donc ça, c'est égal à 1 moins A bar Z fois 1 moins A Z bar. La conjugaison se comporte bien avec la multiplication, bien sûr, et avec l'addition, la soustraction, tout ça, hein. C'est un morphisme de corps, hein. Enfin, pas un morphisme de corps, mais c'est ce qu'on appelle une involution. Voilà, c'est une involution sur un corps. Et donc, bah, ça a toutes les bonnes propriétés. Bah, je pense que oui, non, on peut en effet dire que c'est un morphisme de corps, hein, sur C, puisque bah, il faut que ça se comporte bien pour l'addition, la multiplication, il faut que ça se comporte bien pour l'inverse, et c'est le cas. Euh, ouais, donc a priori tout va bien. Oui, donc c'est bien un morphisme de corps, hein. J'ai eu peur de dire une bêtise, mais en fait non. Très bien, donc on a ça, puis de l'autre côté, bah, je fais pareil, donc j'ai Z moins A fois Z bar moins A bar. Voilà, nickel. Donc là maintenant on développe. Je me retrouve avec 1 moins. euh, alors, ouais, donc 1, puis après je multiplie, donc A Z bar, puis ensuite j'ai moins A bar Z, puis plus A. Bon, je me mets dans le bon sens. A Z bar, A bar Z. Voilà, je vais faire ça. Enfin, si ce n'est, est-ce qu'on peut parler d'un bon sens quand tout est commutatif? Ouais. Tous les sens sont bons, hein, en fait, c'est ça. Puis ensuite, moins, on n'oublie pas, bien sûr, de faire attention aux signes. Donc, ZZ bar. Ok. Après, j'ai quoi? J'ai, que je fasse pas de bêtises, Z A bar. Ensuite, j'ai Z bar A. Et enfin, j'ai A A bar. Donc, plus A A bar. Et normalement, ça devrait être la fête, puisqu'il y a des trucs qui se simplifient. Donc là, en l'occurrence, j'ai A bar Z qui se simplifie avec le A bar Z ici, parce que là, moins, moins, plus, hein, bien évidemment. Et puis j'ai pareil, A Z bar qui se simplifie pardon, avec le Z bar A, pareil, moins, moins, ça fait plus. Donc je vais peut-être mettre des couleurs différentes, ça serait mieux. Donc si je mets des couleurs différentes, j'ai ça et ça qui se simplifie. Et puis bah, maintenant, il faut que je rassemble un petit peu et je me retrouve avec 1 moins ZZ bar. ZZ bar qui n'est rien d'autre que le module de Z au carré. Donc je vais peut-être en profiter. Ouais, je vais faire l'étape. Allez, je vais faire l'étape. Soyons pas si fainéants que ça. Donc A bar. Là, je vais juste rassembler exprès pour qu'on commence à voir la formule se dessiner sous nos yeux. Donc là, ZZ bar, comme j'ai dit, c'était le module de Z au carré. Là, ici, on a le module de A au carré. Et, alors d'ailleurs, c'est pas un moins, mais c'est un plus. On a plus le A bar ZZ bar qui n'est rien d'autre que le module de A carré fois le module de Z carré. Et donc, on se rend compte assez rapidement qu'en effet, c'est bien le développement du produit A1 moins, je vais les faire dans le bon sens par rapport à l'énoncé, donc 1 moins A carré, donc le module de A carré, fois 1 moins le module de Z au carré. Et voilà. Bien, je pense que je peux me lancer dans la résolution. Donc là, oui, bien sûr, c'était la question A. Question B. Donc là, je veux résoudre l'équation qui est sous nos yeux, donc Z moins A sur 1 moins A bar Z. Et ça, on veut que ce soit inférieur ou égal à 1. Alors, je peux vous faire remarquer juste un truc rapidement. A bar fois Z ici, vous pouvez vous poser la question à quelles conditions est-ce que ce truc-là serait égal à 1 et vous verrez que vous arrivez à une petite condition sympathique. Bon, je ne vais pas pour l'instant développer. Bon, je vais le faire parce que quand même c'est important de le faire. Allez. Donc si je le fais vite fait, 1 moins A bar Z est égal à 1, vous allez la trouver alors que Z doit être égal à pourquoi égal à 1? Égal à 0. Pourquoi égal à 1? On va pas se poser de questions. Du coup, je divise par A bar et je fais attention au signe. Bon, là, normalement, ça devrait aller. Donc, ça fait 1 sur A bar. Voilà. On se rend compte que, bien sûr, Z doit être différent donc que 1 sur A bar. Mais vous allez voir qu'à la suite de la résolution, en fait, cette condition n'aura pas forcément beaucoup d'importance. Mais quand même, faut le faire. Bien, alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais résoudre. Et pour résoudre, bah, je vais multiplier par le dénominateur, hein. Donc, j'utilise le fait que le module du quotient, c'est bien sûr le quotient des modules. Et en multipliant par ce qu'il faut, je vais trouver module de z moins a doit être inférieur ou égal à module de 1 moins a bar
Z. Donc, c'est équivalent à condition qu'on évite que Z soit différent de 1 sur A bar. Ok, et puis une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez mettre au carré. Donc là, il n'y a pas de problème, étant donné que les modules sont des nombres positifs. Ce que j'écris, c'est bien correct, puisque bah, comme tout est positif, je peux utiliser la racine carrée, et la racine carrée étant croissante, blablabla. Donc, je vais me retrouver en effet à pouvoir écrire qu'on a le module de z moins a au carré qui doit être inférieur ou égal au module de 1 moins a bar z au carré. Et c'est là, en voyant cette expression, que vous devriez vous dire vraiment que oui, bah, j'utilise la question d'avant. Parce qu'en effet, ça, c'est équivalent à dire qu'on a, donc si je l'écris dans le bon sens, 0 qui est inférieur ou égal au module de 1 moins a bar z carré moins module de z moins a au carré. Et ça, on a vu juste à l'instant que c'était la même chose que 1 moins le module de a au carré fois 1 moins le module de z au carré. Et donc, ben, une fois qu'on en est là, eh bien, vous êtes en train de résoudre une équation toute gentille maintenant, parce que vous avez ça qui doit être supérieur ou égal à un produit, supérieur ou égal à 0 pour un produit. Donc, ça veut dire que vous vous posez la question à quelle condition ce produit est positif. Et vous savez déjà que le module de a est supposé plus petit que 1. Donc ça veut dire, je vais peut-être le mettre d'une autre couleur. Tac, modifier style, cap, terminé. Eh bien, vous arrivez alors à la conclusion que ce truc-là doit être négatif. Et vous voulez un produit de deux nombres qui soit positif, sachant que l'un des deux, vous savez déjà qu'il est négatif, bah nécessairement l'autre est négatif. Donc ça va être équivalent à dire que du coup, 1 moins le module de z au carré doit être négatif. Et ça vous ramène à dire que le module de z, en enlevant ensuite le carré, tout ça, le module de z doit être inférieur ou égal à 1. Et voilà. Donc la conclusion, c'est que en fait, tous les éléments z qui vérifient l'inéquation de départ sont des éléments tels que son module est inférieur ou égal à 1. Alors, je suis juste en train de réfléchir, mais oui, en effet, maintenant on peut justifier pourquoi z est nécessairement différent de 1 sur a bar, parce que bah, du coup, vous savez que le module de 1 sur a bar, juste petite remarque en passant, c'est la même chose que 1 sur le module de a, et ça c'est forcément strictement positif, enfin, strictement supérieur à 1, c'est ça que je veux dire. C'est forcément strictement supérieur à 1. Donc, bah, la condition est automatiquement évitée, ce qui veut dire que bah, y a pas de problème, il n'y a pas besoin de garder en tête que nous avons cette condition à satisfaire. Voilà. Bon, et puis la petite aparté que je voulais faire, c'est par rapport à de l'analyse complexe. En fait, il se trouve, et c'est pas évident a priori à démontrer, hein, ça demande un peu de boulot. Il se trouve qu'en fait, les fonctions qu'on peut appeler phi a, qui a z associe. Alors, j'ai un doute si le quotient il est dans le bon sens ou s'il est dans l'autre sens, mais bon, j'ai une chance sur deux, alors je vais le laisser dans le bon sens. Il se trouve que ça, eh ben, ça va donner une fonction biholomorphe sur le disque unité. Donc sur le disque unité, ici le disque unité, c'est l'ensemble des z complexes, bien sûr, tel que le module de z est inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire biholomorphe? Bah, ça veut dire qu'on a une fonction holomorphe, donc ça veut dire que c'est une fonction qui va de C vers C, qui est assez régulière. Donc, généralement, on demande à ce qu'elle soit dérivable. Et être dérivable dans C, ça signifie qu'il y a des relations à satisfaire d'un point de vue nombre complexe que je ne vais pas détailler, et d'un point de vue aussi fonction à plusieurs variables d'une certaine manière. Donc là, pareil, je ne vais pas trop détailler, mais c'est ça que ça veut dire être holomorphe. Après, bah, on a la question d'avoir une réciproque. Donc là, ça veut dire que notre fonction admet une réciproque. Et là, vous pouvez vous amuser à faire la réciproque, hein, ça ne doit pas être si difficile. Je ne vais pas le faire, mais la fonction ici, elle est bijective. Donc comme j'ai dit, elle est holomorphe. Je vais l'écrire. Elle est holomorphe, elle est bijective. Et en plus de ça, bah, sa réciproque, c'est ça qui fait qu'elle est biholomorphe. Sa réciproque, elle est aussi holomorphe. Voilà. Donc, alors, bon, encore une fois, j'ai une chance sur deux, hein. C'est peut-être l'inverse de la fonction que j'ai écrite, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, vous avez ici une famille de morphismes donnés par des éléments A tels que le module est inférieur à 1.
Et il se trouve que bah, ça va former une base. En fait, d'une certaine manière, donc quand je dis que ça va former une base, d'une certaine manière, les fonctions biolomorphes que l'on peut définir sur le disque, ça va être des alors, je pense pas que ce soit des combinaisons, mais ça va être des fonctions qui vont être exactement égales à celles-ci multipliées peut-être par un élément de l'unité, donc un élément de la sphère unité. Donc ça peut être une racine énième de l'unité, mais ça peut être bien sûr être juste un exponentiel i θ avec θ quelconque. Et donc bah voilà, ça s'appelle le. Donc ouais, je crois que c'est en lien en tout cas avec ce qu'on appelle le lemme de Schwartz. Voilà. Voilà, je fais un peu les choses de mémoire, hein, je vais pas rechecker pour vérifier que je fais pas de bêtises, mais c'est le principe du live de toute façon. Mais ouais, c'est un joli résultat sur les fonctions biolomorphes. Et donc, bah, c'est pas un hasard qu'en effet, là, en gros, si je partais d'un élément qui est dans le disque, bah, je me retrouve forcément avec un élément qui est dans le disque. En fait, c'est ça c'est ça qu'on vient de démontrer, en fait. Si vous regardez de plus près ce qu'on a démontré, on a démontré que si l'image de mon élément, et c'est même ainsi et seulement si, l'image de mon élément est dans le disque, si et seulement si, mon élément de départ était déjà dans le disque. C'est ça qu'on vient de démontrer. Et oui, donc je pense que je me suis pas planté. Ça devait bien être la fonction que j'ai écrite là. Et donc, bah, en fait, les fonctions biolomorphes, ça va être forcément des fonctions de la forme que je viens d'écrire. Bon, éventuellement multipliées par un élément de la sphère. Voilà, donc il y a vraiment de très jolies conséquences à ce qu'on vient de faire. Et donc, c'est vraiment pas un hasard que le calcul se passe plus ou moins bien, on va dire. Et voilà quoi. Donc c'est juste pour dire que l'expression ne tombe pas de nulle part et que ça vient vraiment d'une étude plus approfondie qui pourrait être développée davantage. Bon là je vais pas le faire ici parce que bah d'une, pas le temps, enfin pas forcément vraiment envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Et de deux, bah je pense que voilà, c'est juste pour piquer la curiosité. Si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, bah n'hésitez pas à le faire euh, à votre bon plaisir. Bon voilà, bah, je pense que ceci peut conclure donc ce numéro de Col du soir, hein, ce premier numéro de Col du soir. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne suite de journée pour ceux qui regardent la rediffusion. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, donc pour notamment samedi avec la, la petite discussion Parlons maths où je vais vous décortiquer une petite notion. Je garde encore le suspense parce que j'ai encore des doutes sur ce que je vais vous proposer, mais je discuterai d'une notion assez intéressante et puis bah, voilà, on verra bien quoi. C'est tout. Et ouais, la semaine prochaine, bien sûr, je le dis parce que là c'est bien le cas. La semaine prochaine, il y aura un nouveau numéro donc d'une colle du soir euh, à la même heure, donc 21 heures heure française. Voilà. Et pour le samedi, c'est 18h30 heure française. Voilà, voilà. Bref, encore une fois, bonne soirée ou bonne suite de journée et donc bah à très bientôt. Voilà.